Vous avez parlé de la loi qui va passer au Sénat et des nouvelles réactions des grandes surfaces face à vos actions. Est-ce que vous pensez que ça va conduire à une prise de conscience générale? Je pense, c'est vrai que je suis passée rapidement sur cette proposition-là, je pense que vraiment des chocs aussi importants que le Rana Plaza, etc., marquent comme des points de non-retour dans l'appréhension des enjeux économiques de la mondialisation par le grand public, c'est-à-dire que se matérialisent des questions dont on a connaissance, dont on a conscience, sur lesquelles on pense ne pas avoir de prise, mais qui finalement deviennent très concrètes. Et cette question de l'irresponsabilité juridique, elle est absolument essentielle, parce qu'en fait, c'est le seul acteur qui est laissé effectivement, qui n'est pas redevable de ses actes. Donc cette proposition-là, en deux mots, on l'a travaillé, ça fait 2-3 ans qu'on a mobilisé les députés, les sénateurs pour qu'en France, une maison mère soit responsable des dommages réalisés par son activité tout au long de la chaîne de sous-traitance. Donc elle va être obligée de mettre en place un plan de vigilance en préalable à son activité. Donc l'idée, et le cas échéant, on pourra saisir un juge qui pourra obliger l'entreprise à mettre en place ce plan de vigilance et le cas échéant la contraindre à une amende à hauteur de 10 millions d'euros, ce qui fait hurler le patronat, mais enfin 10 millions d'euros c'est la rémunération annuelle de certains dirigeants, pour aussi rétablir les choses. Donc cette loi, elle ne vise pas vraiment à punir, on n'a même pas les moyens, nous, ONG, d'intenter des procès, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent. En revanche, l'idée, c'est de dire que si enfin il y a une possibilité de sanction, l'entreprise va faire en sorte de l'éviter et donc mettre en place ce plan de vigilance. Donc ce qui est évident, c'est que, je le disais vraiment, on avance aujourd'hui uniquement à coup de scandales médiatiques, et ça c'est très dommage, ou d'imposition par la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en remettre à la seule bonne volonté des entreprises, quelles que soient leurs bonnes intentions, notamment quand on est face à des modèles économiques court-termistes, de profit. Donc la prise de conscience citoyenne, elle est manifeste, mais il faut aussi prendre conscience des limites d'action. Très bien, il faut le faire, c'est la base de notre action, mais l'État, il a aussi un devoir d'exemplarité. Son devoir d'exemplarité, c'est aussi de légiférer et de faire des lois qui protègent l'intérêt général. Alors, cette notion d'intérêt général, elle est essentielle. On n'est pas en train de défendre les intérêts de quelques-uns, on est en train de défendre une répartition de l'économie, des fruits de l'économie qui puissent bénéficier au bien-être de tous. Et derrière, on peut imaginer aussi que ce sont des marchés, que cette question des travailleurs pauvres qui grossit dans le monde entier sont avant tout des travailleurs. Alors, le principe du travail, c'est qu'il a un coût, la force de travail, c'est une mise à disposition de sa force de travail par un individu, et le droit le plus fondamental, c'est d'être rémunéré à hauteur, cette force de travail soit rémunérée pour permettre la satisfaction effectivement des besoins, des droits en fait, des droits fondamentaux. Donc on est obligé d'en passer aujourd'hui par la régulation publique. Je voudrais savoir, parce que je peux prendre l'exemple déjà de ce qui se passe en Espagne avec une institution qui s'appelle la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas, donc la plateforme des gens qui ont été victimes des emprunts, c'est-à-dire qui sont mis dehors de chez eux, qui sont, comment on dit ça en français? Non, mais expropriés ou expulsés de leur appartement. Et d'autres cas, par exemple au Mexique, avec ce qui se passe sur les 43 jeunes qui ont été assassinés, qui ont disparu. Donc on voit que les réseaux sont une sorte d'arme pour ces combats-là. Et je pense que dans le combat de étiquette aussi, il y a quelque chose de ça. Alors je voudrais savoir dans quelle mesure ça correspond à une avancée, ça permet des avancées, et si c'est pas simplement un peu illusoire, quoi, vu d'ici, quoi. Oui, en tout cas, on s'est rendu compte que là, la loi, elle est portée par une coalition inédite en fait d'organisations de la société civile, c'est-à-dire qu'on regroupe les 4 centrales syndicales où cohabitent la CFDT, la CGT, la CFTC, la CGCPE. C'est pas la première fois, mais on est quand même face à des modèles, des approches extrêmement différentes. Voilà, la CFDT, on a une approche plutôt
social-démocrate, de négociations collectives, etc., d'établissement de rapports de force qui permettent la négociation collective. Là, on est en train de construire du droit dur. Ce n'est pas la position traditionnelle d'un syndicat comme la CFDT, sauf que ce qu'a été capable de dire la CFDT dans ce combat, c'est qu'effectivement, le seul produit de la négociation collective n'est pas toujours en capacité, on est obligé d'abord d'en passer par du droit dur pour permettre ensuite, le droit dur, il pose une base pour tous les travailleurs à partir de laquelle on négocie. Comme ce n'est pas forcément naturel pour toutes nos ONG de travailler ensemble. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on a un intérêt, un objectif commun, on a aussi intérêt à fonctionner en réseau parce qu'on met en commun aussi des méthodes différentes d'action, d'interpellation. Ce n'est pas le rôle d'un syndicat d'interpeller les grosses multinationales et ce n'est pas le rôle d'une ONG de faire la négociation collective. On a besoin en revanche de ces diversités de modes d'action pour peser collectivement auprès des décideurs qui soient économiques ou politiques. Et ensuite, on voit aussi que les consommateurs aussi s'organisent en réseau, s'organisent pour, je dirais, contourner des modèles dominants d'économie qui ne conviennent plus aussi aux besoins des populations. On le voit avec l'évolution des circuits courts, des rapports directs entre producteurs et consommateurs. Et ça, c'est aussi des alternatives locales qui sont à encourager et qui participent d'une autre économie, qui est une économie plus juste en fait, et qui participe de ce fameux bien-être général. Je crois que il faut différencier deux choses en termes d'économie solidaire. Il y a des initiatives, disons, qui sont plutôt réactives. Il y a des initiatives plutôt propositives. On dit ça, non? Réactive, propositive. La réactivité en Amérique latine est très forte. On se retrouve dans un réseau avec 3 millions de personnes sur la rue au Brésil en juin 2013 contre l'augmentation de billets de bus. 3 millions de personnes. Moi aussi, je me retrouvais là, au milieu de mes étudiants. Voilà, 3 millions. Ça, c'est réactif. Le propositif, c'est d'exiger, fin de l'année prochaine, en octobre, d'ici un an, d'exiger de tous les candidats, de la gauche à la droite, qui s'immobilisent pour une plateforme de mobilité urbaine au Brésil. Là, ça pose un vrai débat, c'est-à-dire on descend sur la rue, on s'y bat contre le CNRS, contre les gendarmes, on essaye de faire passer la non-augmentation des billets en tant que réseau, mais en même temps on se demande, mais bah alors, si on retrouve, et on a trouvé des moyens, et disons, les gouvernements municipaux, ils ont maintenu justement le prix du billet, et alors quoi faire? Comment proposer d'autres moyens de locomotion dans les grandes villes du Brésil? Et là, c'est la mobilisation des réseaux. C'est que ça pose un problème. Je donne un petit exemple des réseaux, des combats et surtout des réseaux d'idées. C'est qu'il y a une pluralité impressionnante de solutions pour la mobilité urbaine au Brésil. Vous savez, nous avons eu en 2014, en juin 2014, juillet 2014 par exemple, la Coupe du Monde au Brésil. La Coupe du Monde. Et je suis allé voir justement France-Honduras. Voilà. C'était dans ma ville, c'était à Porto Alegre, France-Honduras. C'était à Porto Alegre, vous avez vu, non? Voilà. Et j'étais là, j'étais à l'estade, il fallait faire. Mais bon, la Coupe du Monde, ils ont promis pas mal de solutions de mobilité urbaine. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Vous savez, nous sommes en crise en ce moment au Brésil. Tous les travaux publics, ils sont parfois à 20%, 50% de ce qu'ils ont promis pour qu'est-ce qui se passe? Pour
la Coupe du Monde. Et ça mobilise des réseaux citoyens au Brésil. Un autre type de réseau, c'est justement les réseaux, différemment de la mobilité urbaine, mais c'est les réseaux pour la bonne bouffe. Ça en discute beaucoup au Brésil. Surtout parce que les plus pauvres dans notre pays, ils souffrent d'obésité. Ils bouffent tellement mal, je ne sais pas si en France ça se passe comme ça aussi, mais ça commence, oui, j'imagine. Parce que les produits fruits, voilà, ils ont du goût, c'est bon marché, beaucoup de sucre, voilà. Et ça commence aussi. Non, parce que chez nous, à la différence de l'Europe, c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment les choses se passent ici. Vous avez une avancée. C'est l'état de bien-être que vous avez construit après la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'avons jamais connu ça. Non, c'est ça. On est jaloux de vous aux années 70. Vous comprenez? On aimerait bien d'être la France dans les années 70. Et vous regardez 2050. Vous comprenez de quoi je parle? C'est très curieux ça. L'Afrique, et particulièrement le Mozambique, qu'on regarde le Brésil, ils sont jaloux, ils rêvent du Brésil des années 50. C'est un Brésil qu'on voit de loin, de très loin pour nous, parce que beaucoup grandit. Ils nous regardent et disent non, nous voulons ça, nous voulons la révolution verte, nous voulons des entreprises, nous voulons plus de ça. Nous au Brésil, mais comment ça? Non, nous voulons l'Europe. Vous comprenez? Il y a plusieurs étapes de vitesse, disons, par rapport à l'économie standard. L'économie solidaire te propose une autre chose, c'est-à-dire, il n'y a pas de vitesse. C'est la solidarité, c'est-à-dire, il faut penser à la planète, et surtout, un mot que je n'ai pas utilisé 2 ou 3 fois, mais ce sont des questions liées à l'environnement. C'est insoutenable. Vous savez, nous allons mourir. Cette année, au sud du Brésil, il faut que je vous raconte ça, pour la première fois, première fois que je me souviens, nous n'avons pas eu d'hiver. Nous avons un hiver très fort dans le sud du Brésil. Je ne sais pas si vous savez. Il neige même. Non? Entre juillet et août, les mois chauds ici, nous n'avons pas eu. Il y a eu des journées et des semaines avec des températures au-dessous des 28 degrés en plein hiver. Nous n'avons pas eu l'hiver. Et ça, c'est nouveau, c'est le changement climatique. Je suis parti de Porto Alegre pour venir ici. Il pleuvait 10 jours. Il continue de pleuvoir. Les écoles sont fermées. Il n'arrête pas de pleuvoir. Ça fait 20 jours qu'il pleut tous les jours. Ça, c'est très rare cette époque de l'année. C'est pas en octobre qu'il faut pleuvoir. Vous comprenez de quoi je parle? Et c'est ça que ça accélère les réseaux, si vous me permettez. Ça fait les gens penser. Non, mais il y a quelque chose. Il faut penser à mes enfants. Il faut penser aux générations qui me suivent. Vous comprenez? C'est-à-dire la maladie de la planète, l'environnement, le terrorisme, voilà, ça fait les gens pas rester chez eux, mais de descendre dans la rue. Ça, c'est bien. À quoi cette baisse était liée? Est-ce que c'était plus une économie, une hausse des salaires ou une politique sociale avec des aménagements urbains pour les personnes des bidonvilles? C'est surtout les changements de méthodologie. C'était insupportable d'admettre 1 milliard de pauvres dans le monde pour l'ONU. Ils ont découvert que ce n'était pas seulement Ça, c'est un côté bon, un côté mauvais. Le côté bon de tout ça, c'est de regarder la pauvreté autrement, c'est-à-dire avec un autre regard. Les gens sont pauvres en termes de revenus, mais ils sont pauvres en termes d'autres ressources. Et ça, c'est pris en compte par le nouveau rapport de l'ONU. Le côté mauvais, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens. C'est-à-dire, ça dépend comment tu fais pour mettre ça sur les titres de la presse. Vous comprenez ça? Je veux raconter quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que j'habitais en France quand le pape Jean-Paul II il est mort. Je me souviens très bien, j'habitais près de la ville du Gobelin, à Paris,
Et je me souviens très bien d'aller acheter les journaux. Il y avait tous les journaux français, disons, hein, tous les journaux français, mais d'autres étrangers, allemands, espagnols, voilà, sur la vitrine, juste pour parler de pauvreté. Il y avait l'Humanité. Non, je vais commencer par la droite. La Croix. Il est mort le pape Ange. Le Figaro. Il est mort le pape qui a fini avec le communisme. Le Monde. Il est mort le pape et maintenant on va ouvrir les archives du Vatican. Vous comprenez les lignes, l'éditoriaux. Libération. Hein? Il est mort le pape qui a changé le monde et les idées à propos du socialisme. Et l'humanité qui va faire quelque chose comme ça. Vous comprenez de quoi je parle, non? C'est-à-dire la ligne. Si tu prends la ligne des médias, de la presse, à propos de la diminution de la pauvreté, tu vas voir sous Agence France Presse, Reuters, entre autres, tu vas voir toujours la diminution de la pauvreté, mais jamais l'explication qui vient avec. C'est pas le nombre de personnes qui travaillent le plus. C'est, bien sûr, dans quelques pays, l'investissement, non, pour diminuer la pauvreté. Non, j'essaie de ne pas parler du Brésil de Lula et de Dilma, qui ont fait beaucoup pour diminuer la pauvreté. Ça c'est vrai, Non, on a passé de 27% du pauvre au Brésil à 9. Du 27 à 9 en 16 ans. Ça c'est énorme. La droite n'est même pas ça. Vous comprenez ce qui se passe en ce moment au Brésil avec la crise politique, économique. Bon, voilà, ça on peut parler dans un autre moment. Mais il y a une nouveauté. L'Argentine, par exemple, les pays à côté, aussi grand que le Brésil, plus petit, mais aussi grand pour vous, pour la diminution des autres pays, elle a vu la pauvreté s'accroître sur la même période. C'est-à-dire, ça dépend de comment tu vois. Non. À l'échelle planétaire, non. À l'échelle nationale, régionale, oui, dans une mesure où il y a des gouvernements, disons, plus populaires, qui réservent une partie de leur budget, non, pour faire de la politique pour les plus pauvres. Vous comprenez? C'est compliqué. Il y a une autre chose aussi, c'est juste pour terminer. Il y a aussi une autre chose qui c'est très intéressante. On est passé d'une idée dans les années 70, 80, de retirer les gens de la bidonville et de créer de nouveaux quartiers. Maintenant, non, il n'y a plus d'espace. On va urbaniser les bidonvilles. C'est-à-dire, on arrive avec l'eau traitée, on arrive avec des écoles, des crèches, de l'énergie électrique. Vous comprenez? Comme Roissy, vous avez déjà vu, non? Il y a des tours touristiques maintenant, il y a je ne sais pas comment on appelle, des hôtels très bon marché de hostels. Comment vous appelez? Les hôtels très bon marché. Auberges de jeunesse, des auberges justement, avec la vue sur la mer, et voilà. Et ça coûte cher. Mais ça vous permet de ne pas payer, je ne sais pas, 300 € une chambre, mais de payer 50 €. C'est cher pour se payer une chambre. Mais c'est génial, les Européens adorent. L'opportunité à côté d'une école de samba, et voilà, et tout est sécurisé avec la police. Oui, parfois il y a des bagarres, bon, ça fait partie aussi du voyage, non? On se fait avoir, on est volé au bord de la plage, bon, ça fait partie, vous comprenez? Mais c'est ça, les bidonvilles sont là, mais ils ne sont plus des bidonvilles, vous comprenez? Ce sont des quartiers pauvres. On a changé des bidonvilles pour des quartiers pauvres, mais les gens restent pauvres. Il y a une différence aussi, la dernière chose, entre être misérable et être pauvre. Je vois que vous comprenez ça. Les pauvres arrivent à penser, les misérables non plus. C'est vrai, juste sur cet aspect, c'est vrai que la mesure de la pauvreté a évolué aussi. Effectivement, tout à l'heure, il a évoqué le chiffre de $1, $2. Avant, l'ONU mesurait l'extrême pauvreté au niveau de revenus inférieur à $1 par jour. On a réduit l'extrême pauvreté, c'est un moment où on est passé à un seuil, maintenant on parle de pauvreté à moins de $2 par jour. Et au final,
Est-ce qu'on peut se réjouir que les gens sortent de l'extrême pauvreté pour ne devenir que des pauvres? Dans tous les cas, ce qu'il faut mesurer pour nous, c'est l'approche plutôt en termes de droit, c'est-à-dire est-ce que ces personnes, au-delà des mesures économiques, qui tendent à évoluer, hein, c'est comme la réflexion autour des indicateurs de richesse, on a tendance à plus seulement prendre en compte le PIB, et d'autres indicateurs pour mesurer justement le bien-être des populations. Donc, on a des chiffres qui évoluent, mais est-ce qu'on peut se réjouir de passer de niveau d'extrême pauvreté à un niveau de pauvreté? Dans tous les cas, la mesure pour nous, c'est la satisfaction des droits fondamentaux. Et puis la deuxième chose, une question essentielle, c'est la question de la répartition, en fait, et la question des inégalités. C'est-à-dire, il y a un objectif de réduction de la pauvreté, mais l'objectif central est la façon dont on réduit les inégalités, parce que c'est ce qui va permettre une élévation générale aussi du bien-être, etc. Donc, réduire les très pauvres, si dans le même temps on ne fait pas concentrer les richesses entre les mains de certains, et finalement on n'a pas rétabli l'équilibre. Donc dans la question de la mesure de la pauvreté, il y a la question de la réduction des inégalités qui est vraiment centrale. Donc voilà, on a des étudiants que ces questions peuvent intéresser, peuvent concerner au plus haut point. Alors est-ce qu'ils doivent devenir chercheurs? Est-ce qu'ils doivent devenir salariés? Est-ce qu'ils peuvent dire aussi, non, je serai finalement un bénévole engagé? Quelle est la place de ces trois fonctions dans ce combat-là? C'est exactement le reflet aussi d'une professionnalisation finalement du secteur associatif, l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on est passé effectivement de militantisme bénévole après ceux qui ont beaucoup travaillé après la question des indépendances, après effectivement les questions plutôt des pays du tiers-monde, etc. Puis maintenant on est passé, c'est-à-dire les ONG sont devenus des interlocuteurs à part entière qui ont décidé de s'attaquer aux causes de la pauvreté. Et pour travailler sur les causes de la pauvreté, ça veut dire qu'il faut être en capacité d'apporter une expertise pour peser, je parlais de plaidoyer tout à l'heure. Vraiment, la sensibilisation, l'activisme ne suffit plus, il faut on a décidé de peser sur les décisions. Et pour peser sur l'ONU, pour peser sur le multinational, pour peser sur les gouvernements, il faut finalement un niveau d'expertise qui permette, je veux dire, quand on parle aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre, du sablage des jeans, du réchauffement climatique, il y a des niveaux, des lois de séparation bancaire, il y a des niveaux d'expertise qui sont nécessaires et qui s'atteignent que par une professionnalisation. Ce qui est essentiel, c'est que cette professionnalisation, elle n'a de sens que si elle est attachée à un mouvement basiste, pas forcément. C'est-à-dire que c'est le nombre qui va participer de la pression. Donc ces niveaux, ils sont extrêmement importants. Un expert sans base sociale n'aura pas de poids. Et puis le seul militantisme activiste ne suffit plus si on veut une alternative. Et c'est ce qu'ont très bien compris les mouvements sociaux. On a un peu raillé les altermondialistes, etc. Mais l'attaque sur les transactions financières, ce sont des solutions alternatives issues de la construction des mouvements sociaux finalement. Donc, c'est très compliqué. Hein. Nous, dans les ONG, il y a aussi parfois de mauvaises conditions de travail, on est super mal payés. Nous-mêmes, avec deux copains, on a créé un syndicat pour les salariés du secteur associatif, parce qu'en fait, nos conseils d'administration ne comprenaient pas qu'on puisse en plus revendiquer de gagner un peu plus que 1 500 € par mois, parce qu'à Paris, pour 30 mètres carrés, on a déjà pour 950 €. Donc quand on fait des campagnes sur le salaire vital des ouvriers du textile, et que en fait, cette question, elle touche tout le monde, tout le monde a pouvoir de son salaire, et à Paris, on ne vit pas de la même, on n'a pas besoin du même salaire qu'à Lozère, par exemple. Donc ça, c'est Donc il y a eu aussi une difficulté du mouvement à comprendre que cette professionnalisation, elle avait un coût. Et quand parfois on a aussi des injonctions contradictoires qui sont t'as qu'à embaucher un stagiaire, alors qu'en fait non, il nous faut juste un poste salarié et qu'on ne peut pas exploiter les stagiaires même si on est une ONG qui n'a pas de fric. Donc on a fait face aussi à ces difficultés et les salariés ont eu en plus à défendre leurs propres conditions de travail, etc. face à des conseils d'administration qui sont leurs employeurs qui eux n'ont pas toujours les moyens non plus d'être des employeurs parce qu'ils ont été avant tout des militants, etc. Donc tout ça évolue. L'économie sociale et solidaire, c'est encore une autre alternative parce qu'on touche quand même au milieu
marchand, lucratif, on est enfin disons marchand, on est à la frontière, ce qui n'est pas le cas des ONG, mais le monde s'adapte. Et c'est pas dans mon expérience perso, moi j'ai été militante à tout sauf à éthique sur étiquette, c'est-à-dire que évidemment je fais attention, enfin mes combats militantes ils sont sur aussi un tas d'autres questions, mais en fait c'est pas toujours facile je me sens aussi portée par d'autres combats que celui pour lequel en gros je suis payée, même si c'est le cœur de... En revanche, pour moi c'est très compliqué d'envisager qu'on puisse avoir comme perspective, enfin comme vision d'avenir d'aller bosser chez Total. Bon, ça je crois que ça relève de l'approche de chacun. Je pense qu'il y a des gens très bien chez Total qui pensent pouvoir changer les choses de l'intérieur. Moi, ce que je constate, pour côtoyer beaucoup ces grosses multinationales, c'est que les bonnes volontés sont entravées par des modèles économiques qui ne laissent pas de place en interne à ces alternatives. Oui, c'est exactement ça. C'est beaucoup bon marché. Si on considère le modèle, de maintenir l'économie telle qu'elle est. C'est trop cher pour un gouvernement de changer la donne, changer le modèle économique. C'est beaucoup plus facile, le modèle est donné, vous comprenez? Et bon, il y a des allocations chômage, et tout ce qui vient avec. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que, un peu comme on a là parlé tout à l'heure, il faut avoir un regard aussi sur l'organisation des ouvriers, tels qu'ils sont dans le modèle. Parce qu'il y a des grosses confusions par rapport à... si on discute avec la CGT, par exemple, ils nous voient en tant que bobos, vous comprenez? L'économie solidaire, parce que c'est joli, mais et alors, qu'est-ce que j'ai fait avec les 3000 salariés de l'entreprise X qui sont je ne sais pas où et qui dépendent du modèle? Vous comprenez? L'économie, c'est quelque chose de complexe et compliqué. Je me souviens toujours des mots de Marx. Marx, quand il parlait à propos du mode de production capitaliste, il disait non, mon problème, ce n'est pas la révolution, elle va arriver dans les idées de Marx. Mon problème, c'est que le travailleur doit savoir ce qu'il fait et pour qui il fait et comment il fait. L'aliénation. C'est-à-dire, si je fais un dispositif quelconque, il peut servir à, je ne sais pas, une chaise roulante ou un missile balistique. Vous comprenez? Le travailleur doit savoir ça. À quoi ça sert mon emploi de temps et de quoi je gagne ma vie? Vous comprenez? Ça pose pas mal de problèmes pour des gens bien, des gens très bien, qui travaillent par exemple avec l'énergie nucléaire. Il y a des gens super bien, mais ils disent non, mais voilà, il faut que je nourrisse mes enfants. Et ici, j'étudie l'ingénierie, je suis fonctionnaire, il faut que je fasse ça, et je le fais bien. Vous comprenez? Comment on dit pour quelqu'un qui est ouvrier de Citroën, par exemple, qu'il vaut bien rouler un vélo? Il va dire, oh, c'est bien, mais c'est mon emploi quand même. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on discute. Parce que je sais que ces idées-là de l'économie solidaire ne sont pas pour aujourd'hui, mais elles se feront un jour. Et surtout, les côtés de la créativité humaine qui m'intéressent. Mais on aura besoin toujours de grosses entreprises. On aura besoin, je ne doute pas de ça. Vous comprenez? Il faut de grosses entreprises, il faut de vêtements pour les pauvres. Mais comment, pourquoi, quand, à quel prix? Voilà. Ça, c'est compliqué. Sinon, ça éclate. Et si ça éclate, c'est la troisième guerre. Non. Tout est enchaîné. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a des économies, ce qu'on appelle des économies très localisées. Voilà. On n'arrive pas à faire du camembert au Brésil. On n'a pas besoin, vous comprenez? Vous avez du camembert, nous avons d'autres choses. Et voilà, le monde est comme ça. Les jours où je retrouverai du camembert au milieu du Brasil ou quelque chose comme ça, je me dis, ça ne va pas du tout. Avec Gessiler, vous comprenez de quoi je parle? Non, c'est pas ça. Mais Nike a réussi à faire.
Adidas a aussi à faire. Coca-Cola et tout ce qui vient avec. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut se poser la question, l'aliénation. J'essaie, à quoi je sers à l'université? Je forme des élèves avec l'argent public pour donner très bon marché aux entreprises. J'essaie ça. Je leur dis. Je ne suis pas dupe. Vous comprenez? Je ne suis pas stupide. J'essaie à quoi je sers dans le modèle. Jamais un grand entrepreneur va parler mal de l'université publique. Il sait. C'est le coût social, mais c'est bien. Ça me donne des jeunes que je peux exploiter 10-12 heures par jour. Vous comprenez? C'est génial. Non, le droit, c'est bien. C'est ça. Ils ne veulent pas des écoles privées. Ils veulent des écoles publiques. On partage ça avec tout le monde. Et ça donne les salaires que j'ai donnés.